À 635 années-lumière de la Terre se trouve un monde recouvert d'un océan liquide. Un endroit où, avec un peu de chance, vous ne subiriez pas une fin tragique. Bienvenue sur Kepler 22b. Salut tout le monde! J'ai une mission passionnante, atterrir et explorer une planète qui pourrait bien être la Terre 2.0. Le mec de Essie en avait marre de m'envoyer mourir dans le système solaire. Cette fois-ci, direction une exoplanète où j'aurais peut-être une chance de survivre. Les exoplanètes sont des planètes comme celles de notre système solaire, mais elles orbitent autour d'autres étoiles. C'est cool, mais il y a juste un petit hic. Les exoplanètes sont loin. Imaginez votre système solaire comme un petit quartier avec des planètes et des lunes, avec le Soleil en son centre. Et potentiellement, à des années-lumière de ce quartier, il y en a des milliards d'autres. Vous avez sûrement entendu parler de celle que je vais explorer. Elle s'appelle Kepler 22b et elle n'est pas si loin que ça. À seulement 635 années-lumière, j'y serai en un rien de temps. Même avec une technologie de propulsion avancée, un vaisseau spatial voyageant à 20% de la vitesse de la lumière mettrait 3175 années terrestres pour atteindre Kepler 22b. Tu viens de ruiner l'ambiance. Heureusement, je suis à un spatioport où ils ont cette technologie de distorsion. Nous y serons en un clin d'œil. Le moteur à distorsion permet de voyager plus vite que la lumière en pliant l'espace-temps. Il crée une bulle autour du vaisseau, le déplaçant dans l'espace en toute sécurité, 99,7% du temps. Oui, merci pour le cours de terminologie, Rico. Garde les statistiques pour toi. On y va. Bonjour, Kepler. Le système stellaire Kepler 22b est beaucoup plus simple que le nôtre. Il ne contient qu'une seule exoplanète. Mais cette planète, Kepler 22b, est fascinante. Elle orbite dans la zone habitable de son étoile. Et cela signifie une chose importante. Civilisation extraterrestre. Non, de l'eau. Oh! Ça veut dire de l'eau. Lorsqu'une planète se trouve dans la zone habitable de son étoile, cela signifie que la température est suffisamment chaude pour que l'eau reste à l'état liquide. Au lieu de s'évaporer comme sur Vénus ou de geler comme sur Mars. L'étoile Kepler 22 est presque identique à notre Soleil. C'est une étoile de type G légèrement plus petite, avec une température de surface d'environ 5500 Kelvin, soit 5200 degrés. Pas mal pour un système stellaire lointain. Sauf que Kepler 22b est beaucoup plus grande que la Terre. Je ne vois pas où est le problème. C'est simplement plus de surface à découvrir. Ok, peut-être qu'il y a une gravité plus forte ou des séismes, mais la Terre a aussi des tremblements de terre et elle se porte très bien. La taille imposante de Kepler 22b pourrait signifier la présence d'une atmosphère épaisse, provoquant une pression de surface élevée. Cela pourrait faire que l'eau soit à l'état supercritique, ni vraiment liquide, ni vraiment gazeux, Oh là ce qui la là, rendrait moins toujours à tout adaptée compliquer, toi. à la vie telle que nous la connaissons. C'est vrai, les scientifiques pensent que Kepler 22b pourrait être recouvert d'un océan liquide, mais personne ne sait à quoi il ressemble exactement. Votre mission est d'atterrir là-bas et de tâter le terrain et l'atmosphère. J'allais justement atterrir. Séquence d'atterrissage enclenchée.
Cela fait presque 1 heure, et tout ce que je vois, c'est de l'eau. De l'eau partout. Je ne pense pas que je peux atterrir ici. Franchement, Kepler est une exoplanète décevante. J'abandonne. Rico, réveille-moi si tu vois un bout de terre. Mes capteurs indiquent la Terre, juste en dessous de nous. Atterrissage autorisé. Sérieux? Pas moyen de faire une sieste tranquille. D'accord, allons. Sur Terre. Wow, cette atmosphère est vraiment épaisse. Rico, donne-moi les stats sur cette planète. Kepler 22b est une super Terre, 2,1 fois plus grande et 9,1 fois plus massive que la Terre. Sa période orbitale est de 289,9 jours terrestres. Et il y a de l'eau. Ah bon? De l'eau? Merci pour l'info, Rico. Et l'atmosphère a l'air respirable. Je commençais à m'ennuyer. Mais là, ça devient cool. Analyse de l'atmosphère en cours. Ok, tu gères. Je vais explorer un peu. Intéressant. Oh, c'est agréable. Je pourrais me baigner à poil ici. Cela enfreindrait les conditions d'utilisation de YouTube. Pas si c'est un clip vidéo, techniquement. Rico, quelle est la température? Je me sens comme un poulet dans un four. La température d'équilibre de Kepler, 22b, est estimée à 22 degrés Celsius. Cependant, mes capteurs détectent une température de surface bien plus élevée. Si Kepler 22b a une atmosphère épaisse, elle l'entourerait la planète comme une couverture, la réchauffant et la transformant en Vénus exoplanétaire. Si la température devenait trop élevée, toute l'eau se transformerait en vapeur, rendant Kepler 22b inhabitable. Si Kepler 22b n'a pas d'atmosphère, il pourrait se transformer en un monde glacial. Il ferait incroyablement froid la nuit, car sans atmosphère, il n'y aurait rien pour retenir la chaleur de la journée. Ça me rappelle Mercure. Pas ma planète préférée. Ma préférée, c'est Uranus. Kepler 22b, ça passe. C'est un peu difficile de marcher ici. La gravité de Kepler 22b est environ 2,07 fois celle de la Terre. Oui, merci Rico. J'avais déjà remarqué. Tu as analysé l'atmosphère ou pas? Analyse en cours. Donc, toujours pas. D'accord? L'atmosphère épaisse de Kepler 22b contient probablement des niveaux élevés d'hydrogène et d'hélium. Ce sont deux gaz qui sont communs sur les grandes planètes. Mais s'il n'y a pas d'oxygène dans l'atmosphère, vous ne pourrez pas respirer. Autre souci, l'eau. Elle pourrait être acide ou contaminée par des toxines comme des métaux lourds. Un contact direct pourrait être fatal. Super. Donc, il y a de l'eau, mais je ne peux même pas la boire. L'atmosphère est là, la température est vivable. Alors pourquoi je ne vois aucune forme de vie? Si la vie existe sur Kepler 22b, elle est peut-être microbienne, invisible sans équipement spécialisé. Tu as entendu ça? Mes scanners n'ont détecté aucune forme de vie. Je dois jeter un coup d'œil. Mais d'abord, je dois faire une petite pause.
Il fait vraiment chaud ici. Tout ça m'a épuisé. J'ai besoin de reprendre mon souffle. Juste une seconde. L'analyse de l'atmosphère n'est pas encore Ce terminée. n'est pas grave. Une seconde ne va pas me tuer. Analyse terminée. Oh non, il y a un problème. L'atmosphère a provoqué l'effondrement de vos poumons à cause d'un barotraumatisme. Ah, génial. Merci. Il semble que l'augmentation soudaine de la pression a fait éclater l'air dans les poumons de Chase, entraînant une cascade de défaillances organiques. Et juste comme ça, il est parti. Vous voyez ça? Non, là vous me regardez. Mais ça, c'est Jupiter. Et devinez quoi? Personne ne sait vraiment de quoi cette planète est faite. Ah! Mais aujourd'hui, nous allons régler ça, parce que je vais sauter dedans. Voulez-vous que je récupère les informations que j'ai sur la composition de Jupiter? Non, pas maintenant, Rico. Bon, il y a des choses qu'on sait déjà. Par exemple, Jupiter est composé de 5 couches différentes. Rico parie que je n'arriverai pas plus loin que la 3e, mais je vais prouver que ce robot stupide se trompe. Je dois réussir, parce qu'une fois arrivé à la dernière couche, je vais devenir riche. Très riche. Et en plus, je vais filmer des images inédites du jamais vu auparavant, rien que pour vous. Tout va bien se passer. On décolle pour Jupiter dans un instant. Laissez-moi juste faire le plein. Rico, il n'y avait pas d'autre lune pour s'arrêter? Il fait tellement froid sur Ganymède. Moins 130 degrés ici. Malgré ses températures inférieures à 0, Ganymède est un choix d'atterrissage optimal, car c'est la seule lune du système solaire qui possède son propre champ magnétique. Très bien. Jupiter pourrait bien être la réponse à mes problèmes de ravitaillement dorénavant. Enfin, si j'arrive à percer son mystère. Il est vrai que nous ne savons pas avec certitude de quoi est fait le noyau de Jupiter. Mais nous savons que Jupiter est la plus grande et la plus ancienne planète de notre système solaire. Elle a plus de 2 fois la masse de toutes les autres planètes réunies. Et avec un rayon de 70 000 km, elle est 11 fois plus large que la Terre. C'est aussi une géante gazeuse composée des restes de la formation du Soleil il y a 4 milliards et demi d'années. Oh non, attendez, c'est quoi ce gros bouton rouge? Atterrissons dessus. Attention, la grande tache rouge est un anticyclone de haute pression dans l'atmosphère de Jupiter. Les vents y atteignent une vitesse de 680 km/h. De tous les endroits sur Jupiter, la grande tache rouge est le dernier endroit où vous voulez être. C'est une tempête qui fait rage depuis au moins 300 ans. C'est bien plus effrayant que tout ce que vous avez vu sur Terre. Je vais juste la jouer comme un ouragan et foncer droit dans le centre. Tout ira bien. Et voilà, première personne à plonger directement dans la tache rouge de Jupiter. C'est parti! Attention, la température augmente rapidement. Température atmosphérique supérieure à 1300 degrés Celsius. Rico, qu'est-ce qui se passe? Surchauffe détectée. Système de refroidissement en panne. Rico? Rico, arrête! C'est pas le moment de plaisanter! Cette tempête est si puissante qu'elle crée des ondes sonores qui réchauffent les particules dans l'atmosphère autour et rendent cette zone 1000 degrés plus chaude que le reste de l'atmosphère. Autant dire que l'atterrissage ici va être plutôt inconfortable. Ok, je vais m'en sortir. Je peux gérer ça. Oh non! Non, non, non! Oh là! Ces vents sont beaucoup trop forts. Si je ferme les yeux, j'ai l'impression d'être sur des montagnes russes.
Je m'éclate! C'est tellement fun! Les nuages de Jupiter sont principalement composés d'ammoniac et d'eau. Grâce à des vents tellement puissants qui soufflent dans des directions opposées, ils se transforment en bandes en mouvement autour de cette géante gazeuse. Certains de ces nuages atteignent des vitesses allant jusqu'à 500 km/h. Ce n'est pas comme si vous pouviez les éviter maintenant, car vous êtes déjà en train de tomber droit sur cette planète déchaînée. Ok, waouh! Il fait tellement froid que l'ammoniac se transforme en glace et me frappe au visage. Cool! Aouh! Rico, tu peux revenir s'il te plaît? J'ai vraiment besoin de toi. Promis, je ne serai plus jamais méchant avec toi. Enfin! Allez Rico, tu peux pas juste faire la sieste. On n'est pas en Espagne, on est dans l'espace. Propulse-moi vers la deuxième couche d'atmosphère. Espèce d'idiot. Propulsion initiée. Ah, qu'est-ce que c'est que cette odeur? Rico, t'as pété? Négatif. Est-ce que j'ai pété? Personne n'a de gaz. À des températures plus élevées, l'ammoniac contenu dans les nuages se combine avec des composés sulfurés pour créer de l'hydrosulfure d'ammoniac. Un gaz qui sent les œufs pourris. Oh, ça sent assez mauvais ici. Peut-être qu'il y a de la vie extraterrestre sur Jupiter et qu'elle est toute morte. Ou peut-être que quelqu'un a chauffé la planète avec des déchets en feu. C'est juste de l'hydrosulfure d'ammoniac. Peu importe. C'est dégueulasse, Rico. Voyons ce qu'il y a à la couche suivante. Analyse de la profondeur. 200 km sous les nuages de Jupiter. Vous êtes désormais dans l'atmosphère extérieure. Le contenu atmosphérique comprend l'hydrogène et l'hélium. Oh, bon, on passe à des trucs classiques. L'hydrogène, l'hélium, des éléments tranquilles. Je pourrais rester ici. C'est juste qu'il fait un peu... chaud. Pression nominale. 3039,75 bars. 3000 fois la pression atmosphérique de la Terre. Température nominale. 1890 degrés Celsius. Fait tellement chaud ici. Si j'enlève ma combinaison, je meurs. Donc, non merci. Pas question de mourir comme ça. À nouveau. Je ne sais pas jusqu'à quel point ma caméra peut supporter cette pression, mais j'ai l'impression que l'air devient tout bizarre, presque liquide. Je sens vraiment compressé ici. Imaginez 100 000 voitures empilées sur vous de tous les côtés. C'est ce que l'on ressent lorsque l'on s'approche du cœur de Jupiter. La pression est si intense que même les atomes d'hydrogène ne peuvent pas y résister. Sous cette immense pression, les atomes d'hydrogène perdent leurs électrons et forment un liquide chargé et conducteur d'électricité. Imaginez ce que ça pourrait faire aux atomes d'un corps humain. Imaginez! Regardez-moi plutôt! Oh là là! Ça fait mal! Aouh! Rico, cherche des remèdes pour les poumons qui s'effondrent à cause de la pression écrasante sur WebMD. Aucun remède disponible. Ok, cherche dans les commentaires Facebook. Négatif. Si vous n'êtes pas traité, vous ferez l'expérience d'une mort inévitable par liquidation. Je vais vomir. Rico, ouvre la soupape d'urgence de ma combinaison spatiale. Il n'y a pas de soupape d'urgence sur ce modèle de combinaison spatiale. Quoi? Pas de soupape d'urgence dans ma combinaison spatiale? Je me sens vraiment pas bien du tout. La nausée n'est pas un symptôme de haute pression. Oui, peut-être aurais-je dû mentionner ça plus tôt. Mais l'hydrogène liquide chargé, combiné à la rotation rapide de Jupiter, crée un champ magnétique tellement puissant qu'il accélère les particules chargées à des niveaux d'énergie qui exposent instantanément toute personne qui entre dans sa magnétosphère à des radiations toxiques. Heureusement, la combinaison spatiale de Chase est assez solide pour retarder les effets. Du moins, pour le moment. Génial! C'est une course contre la montre pour voir ce qui va me tuer en premier. La radiation, la pression, ces voix off qui bourdonnent dans ma tête. Heureusement, j'ai réussi à faire quelques améliorations à ma combinaison. Ce n'est pas idéal, mais elle devrait pouvoir tenir encore environ 15 heures. Rico, on y va. Et toi, le gars de ici, tu n'es pas obligé de venir. Attention, vous entrez en territoire inconnu. T'es juste en colère parce que tu pensais que je serais mort à ce stade. Je ne vois vraiment rien. Rico, active le système sensoriel augmenté. C'est pour ça que je suis venu ici en premier lieu.
Il s'agit d'hydrogène métallique. Si je réussis à en récolter assez, je serai plus riche que Jeff Bezos. Activation de l'étape 1 de l'ASS. Vous pouvez collecter suffisamment d'hydrogène métallique pour alimenter votre vaisseau spatial pendant 2 milliards d'années-lumière et rembourser toute votre dette de hamburger. Partir maintenant serait juste assez de ressources pour s'en sortir vivant. Cela pourrait être votre première mission réussie. Ouah, oui, on pourrait, mais on est si proche du noyau. Je serai le premier à y arriver. Et si on faisait un petit saut pour vérifier? Idée stupide détectée. Ah. Je m'ennuie. Rico, on arrive quand? Vous coulez depuis 4 heures. Il vous en reste 8. Ah, je suis vraiment nul en gestion du temps. Il reste moins de 9 heures de protection dans la combinaison. Ah. Bon, eh bien c'est sûrement le moment de vous dire aimez cette vidéo et abonnez-vous. J'essaie de devenir le premier youtubeur à explorer l'espace, alors aidez-moi à continuer cette aventure pour qu'on puisse vivre encore plus de ces moments cosmiques incroyables. Nous approchons le noyau de la planète. Protection de la combinaison restante. 5 minutes. Ouh, d'accord, il faut faire vite. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Une vie extraterrestre? Une arme secrète? Du matériel rare et fou? Ok, cela ressemble à des matériaux que je pourrais trouver sur Terre. Peut-être qu'on devrait demander un second avis. Le noyau de Jupiter s'est formé il y a plus de 4,5 milliards d'années, lors de la création de notre système solaire. En raison de la pression et des températures extrêmes, ce noyau n'est pas une surface solide où vous pourriez marcher. Il est principalement liquide. Protection de la combinaison restante. 30 secondes. Ah, vous savez quoi? Je ne veux pas entendre cette négativité. Sors-moi de là, Rico. Active le kit spécial cyclone à flux ascendant. Kit non disponible. Protection de la combinaison défaillante. Ah, ce kit est nul. Ah, pourquoi est-ce si difficile de respirer ici? Et pourquoi est-ce qu'il fait si chaud? La protection de votre combinaison est maintenant épuisée. Vous subissez maintenant une pression de 43 090 032 bars et une température de 29 095 degrés Celsius. Ces conditions extrêmes écrasent vos poumons. Tu sais, tu devrais écraser avec moi, Rico. Eh bien, on dirait que la pression l'a emporté. Mais ne vous inquiétez pas, Chase sera de retour. Peut-être que la prochaine fois, il se fera tuer par empoisonnement aux radiations. Bienvenue sur Io, l'une des 4 plus grandes lunes de Jupiter. Un monde terrifiant et inhospitalier, couvert d'énormes lacs de lave en fusion, plus grands qu'une ville entière. Il y a des centaines d'éruptions volcaniques qui dépasseraient un gratte-ciel. Oh, et sa surface est constamment déchirée par la force gravitationnelle de Jupiter. En bref, Io, c'est... Attends, vous m'envoyez là-bas, pas vrai? J'y viens. Laisse-moi finir l'introduction. Tu peux patienter une seconde? Ah oui, bien sûr. Donc, comme je le disais, Io n'est pas exactement l'endroit qui aurait 5 étoiles sur TripAdvisor. Sérieusement, pourriez-vous même passer 5 secondes sur Io? C'est ce que je craignais. Heureusement pour vous, vous n'aurez pas à le découvrir. Parce que nous envoyons notre membre de l'équipe Chase explorer ce paysage infernal. Génial! Un enfer et une mort presque certaine. C'est super, non? Avant de vous soucier de ce qui vous attend à la surface de Io, vous devez trouver comment vous y rendre. Avec l'orbite elliptique de Jupiter, la distance entre Terre et cette géante gazeuse varie. Mais même lorsqu'elle est la plus proche de nous, Jupiter reste à 588 millions de kilomètres. Il a fallu 1 an, 1 mois et 9 jours à la sonde New Horizons de la NASA pour s'y rendre. Et c'était le voyage le plus rapide jamais réalisé. C'est tout? 1 an, ce n'est rien pour ce voyage. Et New Horizons était une sonde spatiale interplanétaire qui ne transportait aucun humain à bord. Avec tout l'équipement supplémentaire comme les systèmes de survie et les réserves de nourriture qui alourdissent le navire, ce voyage prendrait beaucoup plus de temps. Il s'agirait d'environ 2 ans et demi, à moins bien sûr que vous ne voyagiez à la vitesse de la lumière. Auquel cas, ça ne vous prendrait que 33 minutes.
Parfait. Rico, dis-moi qu'on voyage à la vitesse de la lumière. Hypothèse incorrecte. Je crois que j'ai pas bien entendu. On va à la vitesse de la lumière, oui ou non? Négatif. Je te suis pas. Ce vaisseau ne se déplace pas à la vitesse de la lumière. Oh non. Hors de question que je meure sur cette lune. Si je résume, il fait chaud, il y a des volcans et c'est une planète très instable qui pourrait m'écraser à tout moment. Cette fois, je suis prêt. Je sais exactement où trouver l'équipement de protection dont j'ai besoin. Un endroit si épique et étonnant que seules quelques personnes connaissent son existence. Là, on parle. Je me suis procuré une combinaison thermique capable de résister à des températures allant jusqu'à 1000 degrés. Je suis paré pour affronter ces volcans. Je le déconseille fortement. D'après mes calculs, combinaison de proximité coupe-feu. Ouais, personne t'a demandé, Rico. Rends-toi utile. Et mets le cap sur Yo. Attention, Chase, il y a un volcan. Saviez-vous que Jupiter a entre 80 et 95 lunes? On pourrait penser qu'il y aurait un nombre précis, mais non, les scientifiques les comptent encore. Ils ont clairement beaucoup de temps libre. Un peu comme moi d'ailleurs. Je parie que c'est Yo! Enfin! C'est exact. Nous sommes arrivés dans l'orbite d'Io. Ah, cool! Salut tout le monde! On est enfin en orbite autour de Yo. Je suis ravi. Alors, qu'est-ce que tu attends, Rico? Fais atterrir ce vaisseau! Calcul d'atterrissage en cours. Ok, rien de tout ça ne semble prometteur. Atterrir sur Yo serait difficile. Même si vous arriviez à la surface en un seul morceau, ce ne sera pas un atterrissage en douceur. Le champ magnétique de Jupiter est extrêmement puissant. Beaucoup plus puissant que le champ magnétique terrestre. Io est à seulement 422 000 km de Jupiter, ce qui signifie que la gigantesque magnétosphère de Jupiter frotte constamment Io. Et pas de façon douce. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est Io. Enfin, qu'une partie. Chaque seconde, Jupiter lui arrache littéralement 1 tonne de matière. Toute cette matière suit ensuite Io dans son orbite autour de Jupiter. Ici, la géante gazeuse charge les particules dépouillées de Io avec un rayonnement et transforme ce nuage de particules en plasma. Les scientifiques appellent cela un tor de plasma. Mais soyons honnêtes, c'est juste un énorme beignet radioactif. Ça, c'est mon genre de beignet. Certaines personnes les préfèrent au sucre, d'autres au chocolat. Moi, je préfère un nuage intense de radiation. Tor de plasma. Au fait, Rico, cette combinaison coupe-feu, elle est bien résistante aux radiations, hein? Négatif. J'ai pas bien compris. Non. Cette combinaison coupe-feu n'est pas conçue pour résister aux radiations. Vos chances de survie sont de 0,02%. Super. Que signifie Rico d'ailleurs? Ratio intelligent qualifié? Qualifié commence par un Q. Et ferme-la commence par un F. Bon, d'accord. Rico ne me recommande pas la combinaison coupe-feu. Apparemment, ce n'est pas idéal contre les radiations, ou quelque chose comme ça. Mais devinez quoi? Je n'ai besoin de rester que 5 secondes sur Io pour terminer ma mission. Et cette combinaison m'a déjà fait tuer. Trop de fois. Cette fois, je vais survivre. Séquence d'atterrissage initiée. Eh bien, bonne chance pour arriver à cette surface en constante évolution. L'orbite de la Lune coupe les lignes de force magnétique de Jupiter, transformant Io en un énorme générateur électrique en forme de boule avec une quantité énorme d'éclairs dans la haute atmosphère.
Rico? Ah! C'est dingue! J'aurais aimé que quelqu'un me montre une simulation pour que je sache à quoi m'attendre! Vous voici sur Io, le monde le plus volcanique de notre système solaire. Vous allez rencontrer beaucoup de volcans, des centaines, tous plus actifs les uns que les autres. Beaucoup projettent de la lave à des dizaines de kilomètres dans les airs. Ah, c'est nul. Ah, c'était un atterrissage difficile. Qu'est-ce qui se passe avec tous ces volcans? J'ai jamais vu un truc pareil. Littéralement, j'ai jamais vu un truc pareil. Tout ça, c'est dû à la force gravitationnelle constante. Pas seulement parce que la plus grande planète du système solaire se trouve juste à côté. Les lunes voisines de Io, Europe et Ganymède, exercent également une pression sur elles. Les gars, j'ai atterri sur Io, mais on a un petit souci. L'atterrissage n'a pas vraiment été en douceur, mais c'est difficile d'atterrir ici. Il y a des volcans et des lacs de lave partout. Il y a toutes ces forces de marée qui tirent sur Io dans toutes les directions. La surface sur cette lune change constamment. Donc, je vais être indulgent avec Rico pour ses calculs. Disons, terriblement incorrect. Bon, il est temps de sortir de ma superbe combinaison coupe-feu. Il faut agir vite, le vaisseau est sur le point de fondre. Avertissement. Température ambiante. 1200 degrés Celsius. Io est une lune glaciale avec des températures de surface moyennes autour de moins 130 degrés. Mais près des innombrables volcans, ça peut grimper jusqu'à 1600 degrés. Ce dont vous avez vraiment besoin, c'est d'un bon casque spatial et de vérifier que ces filtres à air fonctionnent. L'atmosphère de Io est principalement composée de soufre, ce qui n'est pas génial pour ceux qui, disons, aiment respirer. Ah, j'adore respirer. Mais j'adore aussi cette combinaison. Elle est tellement brillante. C'est comme une soirée disco. Vous pensez que vous pourriez passer plus de 5 secondes ici? Oui, je pense que c'est faisable. Je me sens juste un peu... De quoi est composée l'atmosphère déjà? Soufre. Ce gaz qui n'est pas recommandé pour la respiration et peut rendre votre voix plus grave. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas survivre plus d'1 minute sur Io. Pas dans cette tenue en tout cas. Après seulement 30 secondes, sans protection adéquate contre les radiations, les températures extrêmes et sans une bonne quantité d'oxygène pour respirer, vous perdriez connaissance. Vos organes cesseraient de fonctionner un à un. Et après 1 ou 2 minutes, vous ne serez plus qu'un souvenir. Comme Chase ici. Voici Neptune, la planète la plus venteuse et impitoyable du système solaire. Personne de normal n'oserait y mettre les pieds. Heureusement pour vous, je ne suis pas quelqu'un de normal. Salut les aventuriers, ici votre fidèle Chase. Aujourd'hui, je plonge dans les profondeurs obscures de Neptune, jusqu'à son noyau. Je vais vous montrer des vents déchaînés et surtout comment Neptune pourrait bien vous rendre riche. Rico, prépare l'insertion en orbite. Affirmatif. Neptune est gigantesque, presque aussi grande qu'Uranus. Neptune est la planète la plus proche du Soleil et est bleue en raison de la présence d'eau. Attendez, quoi? Il n'y a absolument rien de vrai là-dedans. On dirait que Rico est sur le point de planter. Mais pas de panique. Une fois que j'aurai exploré Neptune, je pourrai ramasser les matériaux précieux pour mettre à jour l'ordinateur quantique de Rico. Neptune est une géante glacée.
Tout comme Uranus, elle est bleue et il n'y a pas de surface solide sur laquelle vous pouvez vous poser. Cette planète glacée est froide et extrêmement sombre. Elle est 30 fois plus éloignée du Soleil que la Terre. C'est pourquoi elle ne reçoit qu'une petite quantité de lumière solaire. Je sais que vous la voyez bien, mais c'est en fait parce que les éditeurs vidéo corrigent les couleurs. En réalité, elle est vraiment très sombre. Vous voyez ? Avant, après, avant, après. Je ne vois presque rien. Ah, le problème, c'est que Neptune a un champ magnétique énorme et très instable. Et aussi, ça fait griller Rico et le rendre fou. Il a également grillé l'ordinateur de mon vaisseau, donc je vais devoir plonger à partir d'ici. Si vous prévoyez de vous aventurer jusqu'au cœur de Neptune, vous allez devoir affronter des vents extrêmes, de la glace, une pluie cristalline et un manteau en fusion. Thermosphère 2. Bon, Rico est un peu moins utile que d'habitude, mais bon, je peux déjà vous dire qu'il fait froid. Exactement ce que l'on attend d'une géante glacée. D'ailleurs, une géante de glace n'est pas une planète totalement recouverte de glace solide. Imaginez plutôt une immense planète gazeuse, sauf que là, c'est une sorte de boue glacée. Il fait incroyablement froid sur Neptune. À ce stade, les températures avoisinent les moins 240 degrés. Ça va. Neptune et Uranus ont beaucoup en commun. Comme Uranus, la signature thermique de Neptune nous montre que la planète crée beaucoup de chaleur bien en dessous de ses nuages. Génial! Donc, j'ajoute les températures caniculaires à ma liste. En fait, j'ai hâte d'avoir un peu plus chaud. Il fait tellement froid. Plus vous vous enfoncez dans Neptune, plus les conditions deviendront intenses. Et vous ne pourrez pas respirer dans cette atmosphère. La plupart des gens ne le savent pas, mais la couleur bleutée de Neptune est due au fait qu'elle est principalement composée d'hydrogène, d'hélium et de méthane. Oui, planète prout. Il commence à faire un peu trop chaud à mon goût. Rico! C'est vrai, je suis un peu trop accro à ce robot. Je flotte quelque part au milieu de l'atmosphère. J'ai traversé des nuages d'ammoniac, de sulfure d'hydrogène et d'eau. Et maintenant j'ai l'impression d'être dans un four. Cela n'a pas beaucoup de sens, parce que Neptune est censée être l'une des planètes les plus froides. J'ai l'impression d'être sur Vénus. Tout comme sur Terre, l'atmosphère de Neptune est composée de plusieurs couches. À ce stade, vous avez traversé l'exosphère et êtes entré dans la thermosphère, où la température atteint les 477 degrés. Les scientifiques ne savent pas vraiment pourquoi il fait si chaud à cette profondeur dans la thermosphère de Neptune. Ça pourrait être dû à des ondes gravitationnelles provenant de l'intérieur de la planète ou à une interaction atmosphérique avec le champ magnétique de Neptune. Quoi qu'il en soit, les choses vont sérieusement se réchauffer ici. Il fait chaud. Bon, Rico, c'est le moment. Active le refroidissement. Stabilisateur enclenché. Bon, ça pourrait être utile. Un jour. C'est officiellement le plus beau jour de ma vie. Je saute en parachute dans les aurores boréales. Il fait extrêmement chaud, mais il n'y a presque pas de vent. Et c'est incroyable. Les aurores boréales ne se produisent que sur Terre. Mais un phénomène similaire se produit dans la thermosphère de Neptune, où la concentration de particules chargées interagit avec... Les gars, j'étais littéralement dans un feu d'artifice planétaire de Neptune. Ma vie est géniale. Cette mission va être un jeu d'enfant. Brise extrême détectée. Rico, active les stabilisateurs, je t'en prie, fais quelque chose. À cette profondeur, l'atmosphère est extrêmement venteuse, avec des rafales qui atteignent 2100 km/h.
et la température descend à environ moins 190 degrés. Les amis, je suis à mi-chemin du noyau de Neptune. C'est plutôt cool, mais il fait très froid. Pas si génial que ça. Je retire ce que j'ai dit. La planète Prout, c'était plus drôle sur le papier. Cette planète est toxique. Littéralement. Comme si elle était composée de gaz toxiques qui sentent très fort. Les couches supérieures de cette planète contiennent du méthane. Mais maintenant, ce sont des nuages d'ammoniac et ils deviennent plus denses. Bientôt, je vais nager dans un paix. Rico, je t'en prie, active la filtration des gaz. Filtration des gaz. Hors ligne. Oh non, je vais vomir. J'ai l'impression qu'un mélange d'eau de javel et d'œufs pourris m'explose au visage. Les œufs, les produits ménagers, ça ne va pas ensemble. Ok, je vais juste me boucher le nez jusqu'à ce que j'atteigne le noyau. Mauvaise idée, très mauvaise idée. Vite, il faut que je sorte de là. Qu'est-ce que c'est que cette sensation? C'est comme si tout le poids de Neptune reposait sur mes épaules. Exactement. Neptune est incroyablement lourde, la 4e plus grande et la 3e planète la plus massive du système solaire. Au fur et à mesure que vous descendez plus profondément en son centre, l'immense poids de l'atmosphère au-dessus de vous serait écrasant. Ok, oui, je sens bien maintenant. Filtration des gaz. En ligne. Merci. Enfin. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Je parie que vous vous demandez pourquoi je suis en train de descendre à travers tous les pets, les changements de température et les terribles tempêtes. Qu'y a-t-il de si spécial au centre de Neptune? Je vais vous dire, des diamants. Eh non, je ne suis pas là pour devenir riche, même si ça serait sympa aussi. J'en ai besoin pour réparer l'ordinateur quantique de Rico. Regardez, qu'est-ce que c'est que ça? Des diamants. Je dois être dans le manteau maintenant. Manteau en vue. Ouais, merci patron. Voilà comme prévu, une pluie de diamants. Je dois en récolter quelques-uns. La pression. Ça me tue. En descendant plus profondément dans le manteau, la pression et la chaleur augmentent rapidement. Ici, la pression est 50 000 fois supérieure à celle de la Terre et la température approche les 3700 degrés. J'ai littéralement l'impression qu'1 million d'éléphants sont posés sur ma poitrine et aussi sur mon dos et mon visage. C'est franchement bizarre ici. Le manteau est constitué d'un mélange d'eau, d'ammoniac et de méthane dans un état supercritique. Cela signifie qu'il se situe quelque part entre un gaz et un liquide. Et les gars, qui se trouvent en plein cœur d'une tempête fort. Voilà, un diamant parfait de méthane. Le noyau de Neptune est composé de roches et de glace et a à peu près la taille de la Terre. Il y a donc une Terre au cœur de Neptune? Cool. Peux plus respirer, Rico. Redémarre et installe la mise à jour du micro-logiciel intitulé Arrête d'être énervant, Rico. Final, V6.exe. Fais-le. Redémarrage terminé. La mise à jour du micro-logiciel et du matériel est terminée. Liaison avec le vaisseau rétablie. Oui, tu es enfin en ligne. Je meurs. Comment est-ce que je sors d'ici? Avec cet équipement, la probabilité de survie est de 0%. Ça y est, juste 0, pas 0,1 ou quelque chose comme ça. Dégradation imminente de la combinaison.
Probabilité de survie 0.00000000000. Très bien. Cette fois, je choisis ma propre fin et je décide d'enlever ce casque et de mourir à cause d'un de superfluide toxique. Cela préservera mon corps dans cette pose héroïque. Et ça... Eh bien, on dirait que c'est la fin du voyage pour Chase. Du moins, pour aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, Chase revient toujours, d'une manière ou d'une autre. Où devrions-nous l'envoyer ensuite? Sur les lunes de Jupiter? Les anneaux de Saturne? Ou peut-être à Jade GS Z14-0, la galaxie la plus éloignée jamais observée? Eh bien, ça, c'est une histoire pour un autre. Et si